pour ce premier épisode de la saison 2025-2026. On est ravis d'accueillir Adrien Lerme, maître de conférences en civilisation américaine à Sorbonne Université, qui va nous parler de la fête d'Halloween, de son histoire, son évolution culturelle et ses significations. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Est-ce que pour commencer, vous pourriez retracer un petit peu votre parcours d'enseignant-chercheur et nous expliquer comment est-ce que vous avez décidé de vous intéresser à Halloween? Alors, je suis historien de formation. J'ai fait des études sur l'histoire des États-Unis et je cherchais à mieux connaître les caractères culturels des États-Unis et en particulier une sorte de contradiction qui à l'époque me semblait marquante, à savoir un pays qui apparemment est moderne et qui a une culture, un folklore qui peut paraître très ancien, qui présente des caractères anciens. Et donc je me suis dit que Halloween pouvait être une bonne clé d'entrée dans ce contradiction qui me semblait marquante à l'époque. Voilà. Ok. Puisque du coup, Halloween, donc à l'origine, il y a un peu une sorte de mécompréhension générale. On entend pas mal que c'est une fête irlandaise, celte, etc. On entend beaucoup de choses, mais en vrai, dans l'imaginaire collectif, en tout cas en France, c'est quand même avant tout une fête américaine. Effectivement, l'Halloween que nous connaissons est une fête des États-Unis, mais effectivement avec des racines qui viennent de l'ensemble de l'Europe. En fait, à l'origine, c'était lié plus ou moins aux récoltes, à la vie, à la mort, à la charnière des saisons. Donc, c'est quelque chose aussi vieux que le monde. Mais il y a eu une redéfinition, une réécriture américaine qui lui a donné ses couleurs, son folklore, ses images un petit peu à l'ancienne gothique. Et tout ça s'est fait aux États-Unis. Et donc, vous avez parlé que ça a des origines européennes. Oui. Et est-ce que vous nous parlez plus de... D'où ça vient des îles britanniques? Européenne et peut-être universelle. D'accord. Initialement, l'Halloween ancienne, parce que d'autres noms, célébrait la vie, la mort, la fin des récoltes, le début de la saison morte, un moment charnière dans l'année, où étaient convoquées des forces importantes pour l'humanité. C'est un marqueur du temps très présent qui reste non cultivés. Ce sont des thèmes très très anciens. Donc on les retrouve à l'échelle de l'Europe et ils sont particulièrement avérés effectivement dans les îles britanniques et en particulier dans le monde irlandais. Les origines de l'Halloween qui deviendra américain. Donc les Samhain chez les Celtes, All Hallows Eve, dans le monde anglais et britannique effectivement Halloween. Chez les Irlandais, ce sont des choses qu'on retrouve, oui, jusqu'au peu près 17e siècle, selon les pays britanniques, et qui ensuite vont apparaître aux États-Unis à partir du 19e siècle. D'accord. Et donc la façon dont vous célébrez Halloween dans les îles britanniques, est-ce que c'était la même que la façon américaine? Qu'est-ce que vous pouvez en dire plus? Effectivement, il y a beaucoup de discontinuité. La seule chose qui reste, c'est le nom. Et encore, puisque chez les Celtes, c'était Samhain, chez d'autres civilisations, ça devait être autre chose. Mais en définitive, les lieux, les modes de célébration, les acteurs, les significations ont complètement changé. Elles ont même changé aussi une fois réécrites aux États-Unis. C'est une fête qui ne cesse pas de se métamorphoser. La fête britannique et irlandaise était une fête rurale, de village, de ferme, célébrée par des adultes, de jeunes gens sur le point d'entrer dans la catégorie et le monde des adultes. C'est une fête sérieuse qui convoquait l'ensemble de la communauté, parce qu'elle engageait effectivement le futur des récoltes, l'avenir de la maisonnée. Donc c'était une fête extrêmement importante qui avait pour cadre l'ensemble du village, ses confins, c'est le tour de ce qui allait être cultivé, de ce qui appartenait en propre à la communauté, pour convoquer de bonnes forces. On convoquait aussi ces forces pour essayer de deviner l'avenir. Une société très marquée par l'incertitude,
tout ce qui pouvait donner des indications sur ce qui allait advenir, avec qui on allait matcher, ou du moins avec quel mariage pouvait voir le jour, avec quel partenaire on allait peut-être s'engager, qui allait éventuellement mourir. Tout ça, c'était quelque chose qui relevait notamment des rites d'Halloween. Aux États-Unis, ça va devenir une fête d'enfants dans des intérieurs, dans des villes, avec distribution de bonbons dans un folklore gothique très sympathique, mais qui n'a plus rien d'essentiel. Donc c'est quelque chose de complètement différent qui va apparaître, qui va être réécrit. Donc vous voyez, c'est pas du tout la même fête. Ce ne sont pas du tout les mêmes acteurs, pas du tout le même cadre physique, géographique, et ce ne sont pas du tout les mêmes significations. Mais donc c'est à la base, en fait, c'était pour partager entre les groupes d'adultes pour voir le futur. C'est une très bonne question. C'est vraiment quelque chose de communauté. À l'ancienne, c'est-à-dire du XVIIe, XVIIIe siècle, en Angleterre, mais ça commence à vraiment disparaître fin XVIIe. Ça reste un peu en Écosse et en Irlande sous cette forme. C'est une fête effectivement de la communauté, du vivre ensemble, pour assurer l'avenir de la communauté, mais aussi tout simplement son bien-être sur le moment présent. C'est en fait des banquets, des réjouissances communautaires. On va partager des plats et bien manger pendant cette soirée ou ces quelques soirs qui composent cette scansion du calendrier dans ces moments-là. Et c'est aussi une fête de la solidarité, puisque dans ces petites communautés plus aisées, ceux qui étaient les plus assis socialement devaient justement financer les agapes et les repas des plus pauvres. Et donc il y avait effectivement des quêtes des plus laissées pour compte de la communauté auprès des responsables des maisonniers les plus riches pour avoir des œufs, de la farine, de la crème, de l'alcool et ensuite faire ensemble un petit repas qui marquait la fin de la soirée, la fin de la fête. Donc oui, une fête de solidarité également, où on marquait effectivement les différences sociales et où on essayait aussi temporairement de réunir tout le monde. Ouais, c'est fascinant de savoir qui est en fait pour la communauté. C'était très important, c'était très très important. Et puis surtout, effectivement, c'est aussi avec des grandes torches et de feu, de faire le tour du village, de la ferme, du hameau, pour repousser les mauvais esprits pour l'année à venir. Il y a toutes sortes de façons de le faire, mais le feu était très important, c'était soit avec des brandons à la main, soit en allumant des bûchers à différents points, ou soit avec effectivement des petites jack-o'-lanterns, mais faites en navet vidé, et dans lesquelles on avait mis une petite bougie. Donc il s'agissait de repousser les forces négatives. Voilà. Et du coup, après un peu la métamorphose entre guillemets d'Halloween aux États-Unis, vous avez dit que les acteurs n'étaient pas les mêmes. Oui. Est-ce qu'on retrouve quand même du coup des éléments du folklore britannique? Et à ce moment-là, est-ce que ça n'a pas perdu un peu de son sens puisque les acteurs sont pas les mêmes? Est-ce que l'impact est le même de cette fête? Alors, c'est-à-dire qu'en fait, dans les sources, on voit les premières mentions d'Halloween aux États-Unis dans les journaux qui indiquent qu'il y a eu des feux. Il y a eu du bruit, il y a eu des barrages ponctuels de rue dans des petites communautés irlandaises. Et du coup, puisque ça va devenir un problème local, un problème social, que les élites locales vont s'employer à traiter en essayant de réécrire les cadres de la fête pour qu'elle puisse correspondre au nouveau monde urbain, industriel, capitaliste qui se met en place et ne plus le perturber. Et donc en fait, assez vite après les premières mentions de problèmes de circulation, de bruit, de tamarre nocturne, de farce, ou plutôt de petite déprédation à l'égard de certaines personnes, dommages à des biens et des propriétés, il va y avoir une floraison d'articles et puis ensuite de petites brochures
pour expliquer comment il faudrait fêter cette fête. D'accord. Voilà, une liste de do's and don'ts, et pour essayer de la réécrire et notamment de la faire rentrer à l'intérieur des maisons et en faire une fête d'enfants sous le contrôle des parents. Ok, d'accord. Et c'est comme ça que se mettre en place des thématiques gothiques, du chat, de l'araignée, des fantômes, pour essayer d'organiser dans le monde des classes moyennes dominantes urbaines une petite fête entre camarades, entre jeunes enfants, sous le patronage des mères, des femmes au foyer, et dans un cadre sous contrôle, etc. Sauf que ça va reprendre, ça va rester une fête, mais cette fois d'adolescents. Et puis alors ils vont déplacer le mobilier d'extérieur dans les banlieues, même dans les villes. Ils vont mettre des seaux au-dessus des portes, ils vont mettre barbouiller les fenêtres de savon chez les personnes qui n'aiment pas forcément ou qui veulent jouer des tours. Les efforts de normalisation de la fête qui sont mis en œuvre par les classes dominantes des villes ne vont pas forcément prendre. Et Halloween va devenir un vrai problème urbain où on va finir par dénoncer la délinquance juvénile. Voilà. Oui. Donc aux alentours donc il y a des fêtes de toute évidence dans les maisons, dans les privilégiées, les petites fêtes d'enfants. On cherche à se faire peur et on joue à toutes sortes de petits jeux de divination, etc. On folklorise ce contact avec l'au-delà. Les principaux acteurs resteront des jeunes adolescents. Voilà. Des jeunes adolescents, des adolescents et de jeunes adultes qui vont faire une nuit des tours pendables. Mais ce qui va effectivement conduire à une surenchère de recherche de moyens de normaliser la fête. Et ça va durer jusque dans les années 30 et 40. Et ensuite, ça a fonctionné aussi. Ensuite, ça a fonctionné. Ça a fonctionné, mais il a fallu pratiquement 50 à 60 années de pression, d'efforts de la part, effectivement, des élites urbaines locales pour que la fête rentre dans le tube, dans les intérieurs d'une certaine manière, et qu'elle soit une fête d'enfants qu'on puisse contrôler, et plus une fête de jeunes qui vont tirer des coups de feu, déplacer les water extérieurs la nuit, voilà, toutes sortes de petits tours pendables qui vont éventuellement faire enrager les destinataires et plus largement finalement le monde urbain dominant. Et il y a eu un véritable effort, un énormément de production littéraire à ce sujet, et puis plein d'initiatives locales, de municipalités, de comtés, pour essayer de créer des grands Halloween communautaires dans des clubs fermés, où on fait venir justement ces populations qu'on ne peut pas voir dehors, les jeunes gens, pour essayer de canaliser leurs ardeurs cette soirée-là. Et donc il y a plein d'initiatives qui fonctionnent pas forcément, jusqu'à ce que dans les années 40, effectivement, le trick-or-treating prenne la place et deviennent, en définitive, le mode de fonctionnement, qui vont, au lieu de faire des tours, se déguiser et soi-disant effrayer les adultes, et en contrepartie, ils vont recevoir des bonbons, des friandises faites maison, des petits gâteaux, des petits caramels, etc. Après pratiquement 60 ans, 70 ans d'efforts pour normaliser cette fête, qui était un grand moment de la classe d'âge des adolescents. Donc vous voyez, c'est déjà très différent de ce qu'il y avait dans les communautés britanniques. C'est différent de ce qu'on a en tête aussi, puisque Halloween a été un vrai problème de juvenile delinquency des années 1890 aux années 1930. Dans les îles britanniques, c'était quand même plutôt, ça fonctionnait plutôt bien pour réguler la vie de la communauté, etc.
Ensuite, il y a eu ce problème-là aux États-Unis. Et ensuite, finalement, dans les années 40-50, ça a quand même réussi à être bien canalisé. Aujourd'hui, vous pensez qu'on est sur un plutôt subversif ou plutôt... Alors, ça a encore changé, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça a été canalisé, ou du moins que la fête a pris les formes qu'on lui connaît globalement aujourd'hui, à partir du trick-or-treating, les entreprises de la confiserie ont essayé d'exploiter ce filon. Pendant longtemps, Halloween était une fête où tout se faisait maison, costumes comme friandises. Et à partir des années 70, les firmes de la confiserie vont essayer de vendre le modèle des bonbons enveloppés, banaliser l'achat de friandises pour Halloween et la distribution de friandises pour Halloween, ce qui va accentuer la décoration d'une fête canalisée, normalisée et commercialisée. C'est souvent la période pour les films d'horreur de sortir, d'attirer le public. C'est tout un marché Halloween maintenant. C'est devenu une fête, commerciale. Ça ne l'était pas jusqu'aux années 70. Ça s'accélère. Mais c'est encore très très loin des autres fêtes américaines. Mais ceci dit, oui, en moyenne, aujourd'hui, c'est 1 kilo de bonbons par Américain. C'est fou. 300 millions de kilos de bonbons achetés pour Halloween. Et c'est à peu près $100 par foyer pour Halloween, entre décoration et bonbons. C'est quand même un filon qui est exploité et qui l'est de plus en plus. Et dans cette commercialisation, on retrouve quand même un peu des aspects, par exemple les lanternes avec les citrouilles, on les retrouve, mais l'aspect un peu carnavalesque de se déguiser, tout ça, est-ce que c'est des choses qu'on retrouve des fondements d'Halloween, ou est-ce que c'est quelque chose qui est apparu pareil avec... je sais pas moi, l'industrie en général. À l'époque moderne, les gens se grimaient, se déguisaient en animaux. Voilà, oui, c'était vraiment une sorte de petit carnaval. C'était le carnaval anglo-saxon. Voilà, les frontières étant brouillées, il y avait des contacts possibles. Donc réunion possible au sein de la communauté, et puis convocation des forces de l'au-delà, etc. Donc effectivement, ce costumé était important. Si dans la vengeance populaire ou la justice populaire, il valait mieux être déguisé pour ne dire les torts à des personnes sans se révéler. Voilà. Donc les costumes étaient très très importants. Et effectivement, c'est resté aux États-Unis. Et ça a été ensuite repris. Est-ce que les costumes et tout ça, est-ce qu'ils étaient toujours inspirés par des superstitions, des contes de fées et folklore à l'époque? Je ne sais pas si vous pouvez nous donner des exemples. Oui, alors comme je disais, à l'époque moderne, c'était plutôt des animaux sauvages. À l'époque victorienne, enfin quand on cherche à normaliser la fête, on explique qu'il faut se déguiser en fantôme, en sorcière, en chat noir, etc. Le tout, c'était d'être différent du quotidien et éventuellement ne pas être reconnaissable. On essayait aussi d'infuser de bonnes références anglo-formes. On faisait venir les fantômes de George Washington, Thomas Jefferson. Voilà, parce qu'en fait, les Irlandais, il fallait quand même leur apprendre les bonnes références américaines. Et puis, effectivement, ensuite, ça a été la destination des enfants, des nouveaux immigrants, italiens, russes, polonais, etc. D'une certaine manière, la fête, telle qu'elle a été essayée d'être véhiculée, était une façon de donner de bonnes références, non seulement pour la conduite en société, dans la ville, dans le quartier, dans la rue, plutôt à l'intérieur, mais aussi des bonnes références, politiques et civiques. Il y avait une volonté de créer de bons petits Américains. Et donc, on faisait venir des fantômes, Kevin Fathers, les sorcières de Salem sont arrivées également. Enfin, voilà, à un moment où on invente le récit national, on le structure et on convoque beaucoup de ces figures. Donc, qu'elles soient littéraires, liées à l'histoire plus ou moins, au roman national, et donc
ça a vraiment participé de cette volonté de normaliser la fête et d'avoir un impact sur les consciences et les pratiques des destinataires, les jeunes. Voilà. C'est fascinant. Et Halloween en France aujourd'hui, je remarque qu'il y a vraiment une déclinaison de jeunes ou même d'adultes qui fêtent Halloween. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors moi je pensais que ça ne prendrait jamais en France parce que la culture est tant différente et puis finalement c'est arrivé dans la région parisienne, mais très limité à des petites communautés d'expatriés américains, petits groupes intéressés par le folklore américain ou la culture américaine, mais c'était très très limité. À partir de 96, de grandes enseignes françaises essayaient de mettre à l'honneur Halloween, et ça a plutôt fonctionné. Donc c'était France Télécom à l'époque, Serre d'Orange, avec All Halloween, une opération spectaculaire au Trocadéro avec des centaines, des milliers de citrouilles pour lancer son offre mobile Hola. Et ça a été suivi par Toys R Us et puis des grands magasins qui là, pour le coup, ont vu leurs initiatives suivies. Et il y a eu un emballement à ce moment-là, et qui est retombé quelques années plus tard, au début des années 2000, mais à une échelle qui n'a rien à voir avec celle des États-Unis. Est-ce que vous avez eu, par exemple, une expérience où vous avez pu voir ou fêter Halloween, par exemple, au Royaume-Uni, aux États-Unis ou même en France Oui, alors je suis allé plusieurs fois à la parade de New York. Et effectivement, depuis 1974, à New York, il y a une grande parade. Et cette parade intègre, jusqu'à 50, 60 000 personnes qui viennent en solo ou en groupe avec des thèmes. Donc là, je ne serais pas étonné qu'il y ait des Kings, etc. Parce qu'il y a des éléments très parodiques, politiques, c'est une sorte de théâtre urbain. Et initialement, c'était une fête plutôt d'artistes et de la communauté homosexuelle qui profitaient du déguisement, de travestissement pour se mettre en scène dans un contexte de politique de la visibilité et de sortie de placard début des années 70. Donc d'une certaine manière, Halloween, quand c'est devenu une fête d'adultes, a d'abord été prise en main par beaucoup d'artistes, certains responsables et membres de la communauté gay notamment, donc à New York. Et puis ensuite dans d'autres grandes villes, et ça a été vraiment un élément politique, identitaire, de sortie de placard, de revendication de droits, une sorte de gay pride de l'automne. Donc oui, les adultes, alors initialement d'abord les gays, et à New York il y a aussi la petite communauté bohème d'artistes, d'acteurs, du monde du théâtre, dans Greenwich Village, avant la gentrification et contre la gentrification, dans les années 70. Parmi mes expériences, en fait, je me souviens d'Halloween 2 fois, en fait, à New York, où j'ai vu Adam et Ève parader, donc, toute petite tenue. Et le lendemain, et le 1er novembre, le froid s'était abattu sur New York. C'est parti aussi des souvenirs. Voilà. Donc, avec Halloween, ce qu'on a souvent en tête, c'est cette citrouille un peu maléfique. Est-ce qu'elle vient des îles Britanniques ou est-ce que ça a été importé par les États-Unis ou c'est beaucoup plus récent Alors, c'était avant les manipulations génétiques, mais d'une certaine manière, elle vient du navet. D'accord. Dans les îles Britanniques et notamment en Irlande, on pouvait utiliser des navets creusés pour essayer de sécuriser, protéger des forces potentiellement maléfiques ou dommageables, les champs, les espaces à cultiver, les maisonnées. Et donc le feu pouvait être promené avec des torches, il pouvait y avoir des bûchers, mais aussi tout simplement avec des navets vidés qui faisaient bien l'affaire. Et aux États-Unis, il y avait des courges, des citrouilles qui tout de suite faire le même office avec un peu plus d'impact. Voilà, donc c'est devenu effectivement un artefact d'Halloween, mais à l'origine c'était des navets irlandais ou des navets britanniques, voilà. Mais justement,
la transition, moi ça me fait penser à ça, du navet à une citrouille qui fait peur. Ça me fait penser au thème de la peur en fait, enfin de la mort qui a, j'ai l'impression, beaucoup changé puisque vous avez parlé au début des relations avec l'au-delà. Mais est-ce qu'il y avait déjà, par exemple, vous avez dit l'invocation de force, tout ça, ou est-ce que c'était des choses qui vraiment faisaient peur, ou est-ce que ça c'est venu après avec l'industrie du cinéma ou le trick-or-treating et tout l'effet un peu. Alors en fait, Halloween est aussi très lié à la Toussaint, d'une certaine manière. Hein. Donc ça se passe à peu près au même moment. Et il se peut qu'il y ait ce soit une christianisation de la Toussaint, All Hallows Eve, la veille l'islam, etc. Et donc, la mort a toujours été convoquée d'une certaine manière. Il y a eu aussi un discours, tout d'un coup, enfin une peur qui s'est, voilà, donc le réveil, le retour du refoulé, une peur qui s'est manifestée autour de possibles sadiques d'Halloween et de bonbons qui seraient, empoisonnés, contaminés, des pommes dans lesquelles on aurait mis des lames de rasoir. Voilà. Il y a eu un cas de meurtre par un père qui a voulu récupérer la police de ses enfants et qui a surfé sur cette peur en incriminant de possibles sadiques d'Halloween. Il y a eu parfois des enfants ou des jeunes adolescents qui ont voulu faire parler d'eux en mettant eux-mêmes des lames de rasoir dans des pommes et en créant l'événement, si vous voulez. Et donc tout ça a participé d'une phobie, d'une peur des bonbons et des produits maison sur laquelle l'industrie de la confiserie a surfé dans les années 70. Et voilà, vous serez tranquille, plus besoin d'aller apporter les bonbons que vous avez ramassés à l'hôpital pour en faire une radiographie. C'est ce qu'on me proposait. Si vous avez des bonbons bien emballés, vous êtes sûr qu'ils ne seront pas dangereux. Et donc, ça a aidé l'industrie de la sucrerie à vraiment profiter de cet événement. Et là, effectivement, la peur est revenue, mais c'était aussi une peur qui renvoyait à une peur, de ces nouvelles banlieues dont on ne connaissait plus forcément les voisins, des peurs de la société par rapport au changement de cette société elle-même. C'est en fait le fait qu'on passe des centres-villes vers des banlieues toujours plus grandes, mais dont les voisins changent et qu'on ne connaît pas et qui peuvent être du coup une menace. Ça a été quelque chose qui a traversé l'histoire récente de cette fête. Voilà. C'est une dernière question pour finir. Est-ce que vous, cette année, vous avez fêté Halloween ou pas du tout? Je ne sais pas, non. Je vais essayer de voir ce qui se fait un peu, mais non, je vais plutôt être spectateur, essentiellement. On a beaucoup. C'est très plaisant de voir ce qui peut se produire. New York, en tout cas, ça devait être assez fascinant de voir la. Oui, et puis même, en fait, moi, ce que j'ai peut-être trouvé le plus fascinant, c'était de voir la ville avant. Oui. En fait, vous prenez le métro, vous êtes avec des gorilles, des momies, etc. Mais c'est New York encore plus New York, le jour d'Halloween. Et puis, il y a des quartiers, mais alors magnifiquement transformés. Enfin, c'est des rues entières qui convoquent la nature, des bottes de paille, et des décorations superbes. En fait, voilà. Et puis plein de petites animations pour enfants. Parce qu'en fait, c'est plus Halloween, c'est Halloween. Moi, je vais vraiment attendre ce qui va se donner dans la rue, puisque New York est une cible. Je pense qu'on va voir des défilés très anti-Trump. Et sans doute beaucoup de créativité. Peut-être aussi beaucoup de mauvais goût. Mais voilà, il y aura certainement beaucoup de choses politiques. Mais j'y serai pas. Prochaine année. Oui.
Et ben, merci beaucoup en tout cas. C'était super intéressant, on a appris plein de choses. Ouais.